On a tous déjà entendu parler de prise d'otages spectaculaires, mais comment un homme peut-il commettre une telle action en plein jour, au vu et au su de tous, risquer jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle et au final ne jamais mettre un seul orteil dans une cellule de prison? Eh bien, c'est exactement ce paradoxe fascinant qui est au cœur de notre décryptage d'aujourd'hui. On va se baser sur une affaire incroyable, celle de la rue des Petites Écuries à Paris, qui s'est déroulée en 2018. L'idée, c'est vraiment de plonger dans les rouages complexes où le système judiciaire et le système médical entrent en collision lors de crises absolues. Démystifier le verdict de l'irresponsabilité pénale. L'objectif ici, c'est de décoder, vraiment étape par étape, ces processus psychiatriques et légaux qui sont extrêmement rigoureux et qui se cachent derrière cette fameuse étiquette pénalement irresponsable. On a tellement souvent l'impression que c'est une faille du système, une sorte de carte de sortie de prison gratuite, pas vrai? Mais en réalité, c'est un mécanisme hautement contrôlé. Et pour bien saisir tout ça, il faut forcément reprendre l'histoire depuis le début. Section 1. La prise d'otage. L'incident. On est le 12 juin 2018 et la tension est littéralement à son comble. Un homme parvient à s'infiltrer dans les locaux de l'agence Mixicom, un endroit très connu puisqu'il abrite les studios de gros créateurs de contenu sur Internet. Et là, ça dérape. Il va retenir des otages pendant 4 heures interminables en utilisant un mélange complètement surréaliste de menaces bien réelles comme de l'essence et un couteau et d'éléments totalement délirants, des armes factices et ce qu'il était persuadé d'être des bombes nucléaires. C'est le chaos total. Finalement, à 20 heures, la brigade anti-gang donne l'assaut, libère les otages sains et saufs et 30 petites minutes plus tard, le suspect se retrouve en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un déséquilibré aux motivations encore floues. Cette citation d'une source policière de l'époque illustre parfaitement la vitesse à laquelle le récit a complètement basculé. Remettons-nous dans le contexte de 2018. À ce moment-là, la moindre violence de ce genre fait immédiatement penser au terrorisme. Mais là, les enquêteurs ont très vite compris qu'ils avaient affaire à toute autre chose. Le suspect tenait des propos complètement incohérents. Il exigeait par exemple que la police diffuse ses propres vidéos YouTube et parlait d'un gigantesque complot. Du coup, la police a tout de suite suspecté une instabilité mentale très sévère. Ça a changé toute la dynamique de l'enquête, qui s'est alors focalisée sur l'acte d'un homme profondément déséquilibré. Section 2, l'expertise psychiatrique. Le pivot médical. À partir de là, la trajectoire du suspect est fulgurante. Au commissariat, l'homme est extrêmement agité, il refuse carrément de signer son procès-verbal et commence à délirer sévèrement. Les policiers n'ont pas le choix, ils ordonnent un examen psychiatrique d'urgence. Et là, un médecin des urgences médico-judiciaires confirme un état d'excitation psychique aiguë. Donc en l'espace de quelques heures seulement, le suspect quitte le commissariat pour être transféré vers une infirmerie psychiatrique très spécialisée avant de finir dans une unité ultra sécurisée. C'est vraiment le moment où le circuit judiciaire classique est brutalement interrompu, mis sur pause par l'urgence médicale. Le rapport médical tombe et la conclusion tient en quelques mots très clairs. Incompatible avec une mesure de garde à vue. C'est une règle d'or, la loi est absolument stricte là-dessus, on ne peut tout simplement pas auditionner quelqu'un qui est en plein délire. Pour vous donner une image, c'est exactement comme si on refusait d'interroger une personne qui serait en train d'agoniser physiquement après un accident de voiture. Cette protection vitale a donc mis un point d'arrêt à la garde à vue, à peine quelques heures après qu'elle ait commencé. Notre suspect atterrit alors à l'I3P, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Alors il faut savoir que c'est une structure assez unique, située près de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. C'est considéré comme une vraie forteresse, totalement inaccessible de l'extérieur. Le deal est simple, les médecins ont une période d'observation maximale de 48 heures. Leur rôle, évaluer la dangerosité et le niveau d'aliénation mentale du patient. Dans cette affaire précise, face à son comportement très hostile et à ses délires mégalomaniaques extrêmes, la conclusion des psychiatres est sans appel. Le patient présente un risque critique qui nécessite des soins intensifs immédiats, ce qui détermine directement son transfert vers un hôpital de haute sécurité plutôt qu'un retour dans une cellule de garde à vue. Section 3. L'abolition du discernement. Le concept légal. C'est là qu'on touche au cœur du sujet et il est vraiment crucial de dissiper une énorme confusion, la différence entre l'altération et l'abolition du discernement. En gros, une altération veut dire que le jugement est perturbé, oui, mais que la personne comprend encore, au moins en partie, la réalité et les lois. Donc elle est responsable et ira au tribunal. L'abolition, par contre, c'est l'étape au-dessus. Ça signifie qu'une pathologie lourde, comme la schizophrénie paranoïde par exemple, a totalement déconnecté l'individu de la réalité à l'instant même du crime. Et la justice considère que sans ce libre arbitre, sans cette capacité à distinguer le bien du mal, il n'y a tout simplement pas d'intention criminelle consciente.
Il y a un mythe tenace qui voudrait qu'il suffise de jouer la carte de la folie pour échapper tranquillement à la justice. Eh bien, c'est faux. Le processus d'expertise est d'une rigueur absolue et peut être extrêmement long. Le point clé, c'est que les médecins se concentrent uniquement sur l'état mental de la personne au moment exact, à la fraction de seconde où l'acte a été commis. Pour notre affaire de prise d'otage, ça a pris 2 années entières. Des collèges entiers d'experts se sont succédés pour faire des contre-expertises en cas de désaccord. L'objectif final, il est double. On veut évidemment protéger la société, mais on veut aussi s'assurer qu'aucune personne véritablement malade et dénuée de libre arbitre ne se retrouve jetée en prison sans les soins dont elle a absolument besoin. Section 4. Hôpital sécurisé ou prison. L'alternative à l'incarcération. Du coup, quand on ne va pas en prison, où va-t-on? Regardons de plus près la réalité d'une unité pour malades difficiles, comme le célèbre pavillon 38 de l'hôpital de Villejuif. Le contraste avec une prison classique est frappant. En prison, vous pouvez aménager un peu votre cellule, garder quelques affaires personnelles. En UMD, rien de tout ça. La chambre est vide, les meubles sont littéralement scellés au sol pour éviter qu'ils ne servent d'armes. La routine est stricte, le patient porte un uniforme obligatoire, il ne se déplace jamais, au grand jamais, seul dans les couloirs. Il est escorté en permanence. Mais la différence la plus radicale, c'est la durée. En prison, vous avez une date de sortie fixe. En UMD, c'est une durée indéfinie. La libération dépend strictement et uniquement du rétablissement médical. 4. C'est un chiffre qu'il faut garder en tête. C'est le nombre de fois par jour où un lourd traitement médical est administré en UMD. Matin, midi, au moment du goûter et le soir. Et attention, on ne parle pas d'une proposition. Le patient ne peut pas refuser ses soins. C'est obligatoire. On est sur une prise en charge chimique et clinique qui est permanente, totale et sans aucune marge de négociation. Section 5. Un verdict de non-lieu. La conclusion judiciaire. Faisons un bond dans le temps jusqu'en novembre 2020. Le verdict final tombe pour notre preneur d'otage. C'était un non-lieu. Alors, arrêtons-nous une seconde sur ce terme parce qu'il est souvent très mal compris. Le non-lieu, c'est l'abréviation juridique pour « il n'a pas lieu à poursuivre ». Le grand public pense souvent que ça innocente de la personne ou que ça efface les faits. Mais pas du tout. La prise d'otage a bien eu lieu, l'individu en est incontestablement l'auteur, les faits matériels sont là. Ça veut simplement dire que la justice estime qu'il n'est pas apte à être jugé. Il n'est pas pénalement responsable à cause de sa pathologie, donc l'instruction judiciaire se clôture purement et simplement sans procès. Et c'est là que les données viennent percuter nos idées reçues sur la sécurité. Souvent, on a peur qu'une sortie de psychiatrie soit plus dangereuse qu'une sortie de prison. Eh bien, les chiffres montrent une autre réalité. Le taux de récidive après une prise en charge en psychiatrie lourde se situe entre 5 et 25%. En comparaison, après une incarcération classique en prison, ce taux peut grimper jusqu'à 34%. Ça nous montre assez clairement qu'attaquer le problème à la racine, c'est-à-dire traiter médicalement la cause profonde d'un comportement dangereux, ça peut s'avérer beaucoup plus protecteur pour nous tous sur le long terme. D'ailleurs, il faut bien comprendre que sortir d'une unité pour malades difficiles, ce n'est certainement pas retrouver une liberté totale. C'est même tout l'inverse, le cadre reste ultra strict. Le patient doit signer un contrat de soins extrêmement rigide, il a l'obligation d'assister à toutes ses consultations psychiatriques et il ne peut sous aucun prétexte arrêter son traitement médicamenteux. S'il manque un rendez-vous ou si son comportement commence à changer de manière inquiétante, la sanction est immédiate. C'est la réhospitalisation forcée, très souvent avec l'aide des forces de l'ordre. C'est un vrai filet de sécurité, pensé pour encadrer le patient tout au long de sa vie. On ne juge pas les fous. C'est une phrase très ancienne, mais elle résume à elle seule toute la philosophie de notre système judiciaire face à ces situations extrêmes. Pensez-y. Un tribunal, c'est fait pour débattre, pour argumenter, pour que l'accusé puisse s'expliquer et répondre de ses actes. Mais si vous avez en face de vous un individu coupé de la réalité, perdu dans un monde d'hallucinations, le juger perd tout son sens. La justice part du principe fondamental qu'on ne peut tout simplement pas punir une maladie. Ce qui nous amène à cette grande question finale. À travers l'histoire spectaculaire de cette prise d'otage de 2018, on mesure bien toute la complexité et l'équilibre fragile entre punition et soin. Dans les deux cas, on prive une personne de sa liberté, mais l'objectif n'a absolument rien à voir. Alors on peut se poser la question. Notre société assure-t-elle mieux la sécurité publique en enfermant quelqu'un derrière les barreaux d'une cellule pour le punir ou en le plaçant sous le contrôle clinique strict d'une unité psychiatrique pour le soigner ? C'est une réflexion profonde qui reste ouverte. C'est tout pour cette analyse détaillée. Merci d'avoir suivi ce décryptage complexe au carrefour du droit et de la médecine. Et à très bientôt pour une nouvelle exploration